À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, on va commencer ce journal par les dernières informations sur le terrain. Oui, effectivement, Ilana est sur le terrain. Au cours de la dernière heure, l'État d'Israël a été la cible de plusieurs dizaines de missiles balistiques tirés à partir du territoire iranien. Pour l'instant, ces missiles ont tous été apparemment interceptés ou sont tombés dans des zones non habitées. Mais pendant de très longues minutes, ce sont des millions d'Israéliens qui ont été contraints de rester ce matin dans les chambres blindées ou dans les abris publics, conformément aux directives de la défense passive. On a recensé plus d'une dizaine d'alertes dans le centre du pays durant la nuit et 2 ou 3 durant la nuit à Jérusalem. Et malheureusement, hier en fin de soirée, un missile balistique iranien s'est abattu au cœur de Tel Aviv, causant la mort d'une personne. Oui, il s'agit d'une Israélienne d'une cinquantaine d'années dont l'identité n'a pas encore été révélée, qui a été tuée par cet impact, qui a dévasté plusieurs immeubles et provoqué un cratère assez impressionnant. C'est la première victime israélienne de cette guerre. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées plus ou moins sérieusement et hospitalisées à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Selon les estimations des forces de sécurité israéliennes, l'Iran aurait tiré hier quelques 150 missiles balistiques en direction du territoire israélien. L'immense majorité de ces missiles ont donc été interceptés par les systèmes de défense israéliens sans faire de victimes ni causer de dégâts. Il y a également eu des interceptions nombreuses de la part des systèmes de défense américains. Et puis il faut noter qu'il y a eu un impact également durant la nuit à Beth Shemesh. Et puis c'est officiel, évidemment, le grand titre de l'actualité, Daniel. Le guide suprême du régime iranien est mort. Depuis 37 ans, il était au pouvoir. Ali Khamenei a été éliminé par l'armée de l'air israélienne. Oui, c'est officiel. Depuis hier soir vers 22h heure israélienne, Israël et les États-Unis ont annoncé ensemble l'élimination d'Ali Khamenei. Cela a été confirmé par les Iraniens tôt ce matin. Khamenei a été tué lors d'un bombardement précis de son bunker au cœur de Téhéran par des avions de chasse israéliens qui ont lancé quelques 30 bombes d'une tonne chacune. Le corps de Khamenei a été extrait des décombres du bâtiment et l'on sait qu'une photo du corps a été reçue par Benjamin Netanyahu et par Donald Trump dès hier soir. En Iran, l'annonce de la mort de Khamenei a provoqué une explosion de joie dans la population. Le régime, lui, a proclamé 40 jours de deuil pour la mort du guide suprême. C'est le président iranien Pezeshkian ainsi que 2 juges de la Cour suprême qui devraient remplacer Khamenei, au moins de manière provisoire, pendant la guerre. D'ailleurs, Pezeshkian a déclaré que son pays allait riposter à ce qu'il a qualifié de grands crimes contre l'islam. Les gardiens de la révolution ont également menacé de représailles contre Israël et ils promettent que la plus grande attaque jamais réalisée sera lancée prochainement contre Israël et contre des bases américaines dans la région. Et puis qui était Ali Khamenei ? On se pose la question, un rapide portrait du leader iranien éliminé, Daniel. Oui, Khamenei avait succédé à l'ayatollah Khomeini en 1989. Il a été l'artisan du programme iranien visant à détruire l'État d'Israël, à l'aide en particulier de proxys comme le Hezbollah et le Hamas. Il est le principal responsable de la répression meurtrière contre le peuple iranien et en particulier en janvier dernier. Il faut souligner que l'annonce de l'élimination de Khamenei a été également célébrée hier soir à Jérusalem et à Tel Aviv. Et Ali Khamenei n'est pas le seul responsable iranien à avoir péri hier. Oui, selon les informations dont on dispose pour l'instant, plusieurs hauts responsables du régime ont été tués, comme le ministre de la Défense, le secrétaire au Conseil de sécurité nationale. Ils ont également été tués. Parmi les 20 principales victimes également d'hier, Hossein Salami, qui était le commandant des gardiens de la Révolution, Esmaël Kahani, qui était le commandant de la force El-Quds, qui supervisait les proxys de Téhéran autour d'Israël. On estime également que Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême, a également été éliminé. Et puis l'armée de l'air israélienne a poursuivi durant la nuit et tôt ce matin ses raids en Iran. Oui, ce sont des dizaines d'avions de chasse israéliens qui sont utilisés pour ces frappes, essentiellement dans l'ouest et le centre de l'Iran. Ce matin, les avions de chasse israéliens ont frappé des bases militaires et des infrastructures iraniennes et la coordination, il faut le souligner, entre les armées de l'air israéliennes et américaines est totale. Et puis peu avant l'annonce de la mort de Khamenei, Benjamin Netanyahou, lui, s'est exprimé à la nation dans une vidéo. Oui, le Premier ministre a annoncé que tout portait à croire que Khamenei avait été éliminé. Son plan visant à détruire Israël a donc échoué, a dit Benjamin Netanyahou, qui a affirmé que la confrontation actuelle allait apporter une paix véritable dans la région. Il a dit, en paraphrasant l'intitulé de l'opération, le rugissement des soldats israéliens résonne aujourd'hui dans le monde entier. Ensuite, Benjamin Netanyahou s'est adressé au peuple iranien et l'a appelé à saisir l'occasion unique qui lui était offerte pour destituer le régime. Ne restez pas les bras croisés. L'heure de renverser le régime approche. L'aide que vous attendiez est arrivée, a dit Benjamin Netanyahou en anglais, allusion aux propos de Donald Trump en janvier dernier sur une aide qui allait arriver. Enfin, le Premier ministre a expliqué qu'au cours des prochains jours, Israël et les États-Unis allaient frapper des milliers de cibles en Iran.
Et puis rapidement ce matin, l'Iran est de plus en plus isolé, y compris au Moyen-Orient. Oui, on a souvent expliqué ces derniers mois que les pays du Golfe Persique comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Bahreïn préféraient éviter une offensive américano-israélienne contre les Iraniens, mais depuis hier, la roue a tourné. Ces pays se dressent désormais ouvertement contre le régime des Mollahs. Explication, les premières frappes iraniennes ont été dirigées contre des pays du Golfe. Les Iraniens ont tiré des missiles, vous le savez probablement, en direction d'Abu Dhabi, de Riyad, de Koweït et de Manama. Avec Mayar Mochipour. Oui, il est là. Oui, Mayar, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En cette matinée, on peut parler d'une matinée historique. Je voudrais avoir vos sentiments. Vous qui êtes opposant au régime, vous êtes franco-iranien, opposé au régime d'Ali Khamenei. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui? Et qu'est-ce que ressentent les opposants iraniens que l'on a interviewés à de multiples reprises au cours des derniers mois? Déjà un soulagement, une surprise, beaucoup de remerciements. Alors des mots s'entremêlent. Nous sommes nombreux, nous sommes un pays, un peuple de culture musulmane à part. Nous ne détestons pas Israël, nous ne détestons pas les Juifs comme beaucoup d'autres. Nous avons souvenir qu'il y a 2550 ans à peu près, Cyrus le Grand a sauvé l'élite du peuple juif à Babylone. Nous avons conscience de cette historicité. Et aujourd'hui, j'arrête pas de dire, c'est à votre tour de nous sauver. Et vous avez déjà franchi un grand pas, je crois. Alors, après cette nouvelle alerte ici sur Jérusalem, nous reprenons cette édition spéciale sur Radio Kalita avec Mayar. Bonjour à nouveau. Bonjour. Moment surréaliste pour moi à l'extérieur. Voilà, ça me rappelle, je suis parti en 1986 d'Iran et on était vraiment en pleine guerre Iran-Irak. Oui. Et nous avions ce genre d'alerte le soir quand les avions de Saddam Hussein venaient essayer de venir bombarder Téhéran tout au nord de l'Iran. Voilà, et bien nous vivons ça ici avec donc des menaces de missiles balistiques iraniens qui tentent de s'abattre sur le pays. Fort heureusement, l'immense majorité de ces missiles sont interceptés par les systèmes de défense israéliens, il faut le rappeler, et également par les systèmes de défense américains qui travaillent conjointement avec une coordination totale. C'est assez impressionnant. En tout cas, Mayar Mochipour, je voudrais revenir avec vous sur l'atmosphère. Je vous posais la question juste avant l'alerte de savoir qu'est-ce qui se passait à Téhéran, quelles sont les informations que vous avez, parce que ce matin on a vu des images qui nous ont un peu surpris. On a vu plus d'images de partisans d'Ali Khamenei qui étaient dans les rues que d'opposants. Où sont les opposants iraniens aujourd'hui après que Donald Trump et Benjamin Netanyahou les ont appelés à descendre dans la rue? Alors très largement, pas tous. Très largement, les Iraniens sont évidemment contents. Vous avez probablement vu les scènes de joie, de rassemblement populaire, de danse, des jeunes et des femmes, des vieillards, des hommes qui dansent ensemble. Ça, il faut pas le nier. Mais quand vous avez en fait les supports du régime qui sortent dans la rue, ça nous rappelle quelque chose. C'est que ce régime a quand même des partisans. Des soutiens. Sinon, ils seraient tombés depuis plus longtemps. Des soutiens, sinon, ils seraient tombés depuis plus longtemps. Ce sont souvent des gens à qui ils donnent à travailler et à bouffer, quoi. Ils leur remplissent leurs assiettes. Et certains sont idéologiquement, par l'islam, abrutis. Mais d'autres, ils ont le ventre rempli par le régime. Mais ne vous inquiétez pas, on est largement satisfait, heureux de ce premier pas. Mais vous avez le sentiment que, on va dire, cette population iranienne qui s'oppose au régime, elle va descendre dans les rues, elle va tenter de prendre le contrôle, on va dire, des points stratégiques, les points importants, comme peut-être la présidence de l'État, la radio, la télévision. Alors, vous savez, la mort de Khamenei est une épine dans le pied du régime, mais encore une fois, les frappes israéliennes du mois de juin
un nouveau, bon, c'est sur une journée pour l'instant, c'est pas grand-chose. Ce qui s'est passé, ça s'est détruit la capacité, vous vous protégez, la capacité de la République islamique à attaquer Israël loin. Mais avec de simples artilleries, des mitraillettes, le régime tuera, ce qu'il a déjà fait, tuera les gens qui descendent dans la rue. C'est encore compliqué de leur demander d'aller dans la rue parce que vraiment, justement, comme un animal blessé, la République islamique est très dangereuse et tuera jusqu'au dernier pour rester au pouvoir. Alors oui, parce que effectivement, ça, j'aimerais le comprendre, parce que là, en juin dernier, on avait le sentiment que les Iraniens étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ils avaient presque demandé aux Israéliens, aux Américains de stopper les opérations pour qu'eux puissent aller de l'avant. Et là, on a l'impression que c'est un peu le contraire, là, finalement. C'est parce que, imaginez, regardez vraiment, vous êtes attaqué. Mais grâce à un système de défense aérienne, grâce à votre armée, finalement, et je ne veux pas éluder ce qui s'est passé au mois d'octobre, il y a 2 ans maintenant, je crois, 3 ans, vous êtes protégés, vous êtes une population protégée. Quand vous avez, j'imagine moi, quand vous avez votre fils, votre fille, votre frère, votre sœur, qui a été pour les filles prisonnier et souvent violé, quand vous avez été tué, quand vous êtes handicapé parce qu'il vous manque un bras, parce que juste vous êtes allé demander la liberté dans la rue, vous n'osez pas forcément y retourner aujourd'hui. C'est compliqué, c'est vraiment ce qu'on appelle une dictature, une terreur. Alors, je sais, moi, j'arrête pas de dire autour de moi, ni les Américains, ni vous, il n'y aura pas de troupes au sol, parce que vous n'allez pas vous engager dans une... Mais ça, c'est évident. Il faudra... Alors, je suis pas dans les papiers vous-même, vous ne l'êtes pas. J'espère qu'il y a des livraisons discrètes d'armes sur les frontières, parce que j'ai vu des images de camps d'entraînement. Parce que sans activité militaire, activité, de combat sur le sol, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de les faire tomber. Est-ce que vous pouvez envisager, par exemple, qu'il y ait, parce que tout le monde dit que ce serait un breaking point, qu'il y ait à l'intérieur, par exemple, de la direction des gardiens de la Révolution, des officiers qui se retournent contre la direction ? Oui, mais vous savez, j'attends toujours une chose à laquelle je réfléchissais au mois de juin, pendant les 12 jours. Si le régime, qui est évidemment théocratique avec les mollahs, mais la véritable clé de voûte étant le séparé pastoral, les gardiens de la Révolution. Si réellement, donc là c'est le cas, ça y est, si réellement ils se sentent en danger, je parie, moi vraiment j'attends, je pense pas me tromper, je parie sur un coup d'État. Sur un coup d'État, c'est que ces gens-là, ils ont tout. Ils ont, comme vous le savez très bien, ils ont le matériel militaire. Donc aujourd'hui, il doit presque plus y avoir de tanks, de chars, il n'y a plus d'avions. Mais tout le matériel militaire n'appartient que ses ports. Et l'économie leur appartient. Ils vont pas laisser tomber. Ils vont pas dire bon bah voilà, on va faire des élections présidentielles, législatives, et puis arrivera au pouvoir qui voudra. C'est impossible. Ça, faut pas rêver. Je ne les vois pas. Je les vois difficilement les laisser tomber. Donc je ne sais pas. Hein, je ne suis ni militaire ni politologue. Je ne vois pas encore l'issue. Alors une dernière question. Est-ce que tout à l'heure le président américain a dit qu'il savait très bien qui pourrait remplacer Ali Khamenei, qui pourrait être le prochain leader du peuple iranien. Est-ce que il n'a pas voulu donner de nom, mais est-ce que vous pensez d'abord au prince Reza Pahlavi ou à d'autres figures ? Alors, comme vous le savez, les Iraniens sont très politisés et c'est génial. Il faut un multipartisme, de la démocratie. Aujourd'hui, Reza n'est qu'une figure tutélaire importante pour une transition. Il est hors de question. Il n'y pense pas non plus à une monarchie, même à une monarchie constitutionnelle. Mais pour prendre le pouvoir transitoire, pour peut-être dans un an, et organiser des vraies élections libres, qui mieux que lui? Je rappelle, vous le savez très bien, son père a servi l'Iran, malheureusement il a été écarté, son grand-père Reza
a sorti l'Iran de la féodalité du Moyen-Âge en 1923. À son grand-père, on lui doit tout, l'Iran moderne, comme pour Atatürk pour la Turquie. Ça serait un symbole fort pour nous permettre d'avancer. On a vu tout au long de la nuit, malgré tout, un certain nombre de scènes de liesse, ou en tout cas de bruit et de you-you, comme on dit, au sujet de la mort d'Ali Khamenei, que ce soit à Téhéran, à Ispahan ou également dans la province de Fars. Quel est aujourd'hui, votre sentiment personnel? Je sais que hier soir notamment, avec votre punch légendaire, vous avez remercié Netanyahou. Est-ce que Netanyahou et évidemment toutes les forces qui sont intervenues, est-ce que c'est aujourd'hui le sentiment qui prime au sein de tous les opposants de la diaspora iranienne? Effectivement, et nous sommes très nombreux. Il y a 6 millions d'Iraniens à l'extérieur. Très peu sont support de la République islamique. Et rappelez-vous, mais vous le savez, mais j'aime bien que vos auditeurs l'entendent, nous sommes ni antisémites ni antisionistes. J'ai mieux compris récemment la signification même du sionisme que je rejetais il y a une dizaine d'années. C'est le droit du peuple juif à avoir une terre. Tous les peuples ont le droit, au lieu d'être nomades dans le monde entier, d'avoir une terre à eux. Et c'est votre droit également. Et sachez que les Iraniens vous supportent. Et les Iraniens, donc comme vous le savez également, sont très, pas majoritairement, mais très athées, éloignés de la religion. Et nous sommes ni antisémites ni antisionistes. Et réellement aujourd'hui, pour finir, nous espérons un Moyen-Orient équilibré, prospère dans les années à venir, et ça sera en grande partie grâce à vous. Et c'est un souhait que nous partageons, bien entendu. Effectivement, merci beaucoup, Mayar Bonjidpour, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et on l'espère, bon réveil du peuple iranien contre la tyrannie du régime des Mollahs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt à Téhéran. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, bien entendu, on est tous les yeux rivés sur ce qui se passe à Téhéran, parfois, bien entendu, pour beaucoup d'Israéliens, dans les chambres blindées ou dans les abris publics. Je voudrais avoir votre appréciation d'abord. Est-ce qu'on est capable de donner déjà maintenant une durée à cette guerre, ou à votre avis, et est-ce que Donald Trump risque peut-être de freiner, on va dire, l'ardeur israélienne d'aller jusqu'au bout de la destitution du régime iranien? Non. Trump lui-même partage cette ardeur. C'est lui qui a initié également cette frappe de grande envergure contre le régime iranien. Et je crois que le tweet qu'il vient de faire, en tout cas sur son réseau social Truth Social, est très clair lorsqu'il a prévenu ce qui reste du leadership iranien que ils font cette représaille de grande ampleur dont ils menacent, eh bien, ce sera la destruction totale de l'Iran. Donc, je crois que son dernier message, qui a été publié il y a quelques minutes ou quelques heures, est très clair à ce stade. Il veut véritablement éliminer le régime de la République islamique, ce qui a déjà été fait en grande partie, évidemment, avec l'élimination de Khamenei, mais également neutraliser à jamais le programme nucléaire, le programme des missiles. Il est très déterminé là-dessus. Alors, une question, bien entendu, à vous qui êtes un expert en diplomatie. Est-ce que, historiquement, il y a un exemple, une référence à cette coopération totale entre deux pays dans un conflit entre les États-Unis et Israël? Certains parlent de la dernière fois, c'était lors de l'opération Sinaï en 1956. Vous avez d'autres références historiques? En 1956, ce n'était pas avec les États-Unis, puisque les États-Unis étaient très fortement opposés à Israël, avec les Français, à la France, à l'Angleterre. Non, à l'époque, en 1956, c'était une alliance de circonstances. Les Anglais eux-mêmes ne voulaient vraiment pas s'associer à Israël, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Et même avec la France de la 4e République, c'était une alliance de circonstances contre Nasser. Mais là, il y a une coopération sans précédent qu'on ne peut comparer que la coopération entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, entre Roosevelt et Churchill. Il y a là véritablement une coordination qui est arrivée à un niveau
sans précédent entre Israël et les États-Unis au niveau militaire, au niveau diplomatique et au niveau des renseignements. Alors, une question aussi qui nous interpelle. Pourquoi les Iraniens ont riposté dès les premières heures du conflit en direction des pays du Golfe Persique, même en ciblant des camps militaires, des bases militaires américaines, mais en tirant en direction de pays comme le Koweït ou comme les Émirats arabes unis? Il faut bien comprendre que pour le régime de la République islamique, ces pays constituent, entre guillemets, des traîtres, puisqu'ils sont alliés des États-Unis et ils ne comptent pas participer à la vision islamique chiite menée par l'Iran depuis 1979. Donc ces pays ont toujours constitué une cible légitime pour le régime de la République islamique, au même titre qu'Israël, un peu moins qu'Israël, puisque Israël est véritablement le Satan pour l'Iran, mais en tout cas pour la République islamique. Mais encore une fois, ces monarchies du Golfe constituent pour le leadership de la République islamique de véritables traîtres de l'islam et donc des cibles légitimes. Emmanuel, vous avez été surpris par la réaction très tiède, pour ne pas dire glaciale, d'Emmanuel Macron? Attention de ne pas me confondre, oui. Daniel. Non, je crois que la réaction d'Emmanuel Macron n'est pas surprenante, puisque Macron, finalement, après à peu près 9 ans au pouvoir, continue de se comporter comme le dirigeant d'une NGO. D'une ONG. C'est-à-dire que Macron se comporte comme le directeur d'une ONG, pas comme le président d'une puissance de taille moyenne. Et puis, il n'a jamais décidé véritablement si la France appartient au monde libre et au camp occidental ou bien si elle veut continuer sa politique tiers-mondiste. Et donc, sous Macron, la France n'a aucune crédibilité, n'a aucun poids, n'a aucune place aujourd'hui dans ce nouvel ordre mondial des démocraties qui est en train de se former. Vous remarquerez d'ailleurs, Daniel, que le Japon, en revanche, a exprimé son soutien très clair pour les États-Unis. Le Japon, qui aujourd'hui est une puissance montante et qui se joint justement à cette architecture, je dirais, des pays libres qui comprennent que l'ONU est complètement dépassée, a été pris en otage par les pires dictatures du monde et que les pays libres aujourd'hui doivent être solidaires et agir ensemble et que Macron a mis la France complètement hors jeu de cette nouvelle architecture. Ce qui serait intéressant, c'est de voir au sein de l'Europe, quels pays vont émerger comme les véritables alliés du monde libre. Et on voit déjà que ce sera évidemment l'Allemagne, mais également l'Italie de Meloni, peut-être d'autres pays. Mais tant que Macron sera président de la France sera complètement hors jeu sur la scène internationale et continuera de se comporter comme une ONG et pas comme une puissance de taille moyenne. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Passez une journée sereine dans la mesure du possible, bien entendu. À bientôt, Emmanuel. Merci. Merci, bonne journée. Nous sommes en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, ex-conseiller d'Yitzhak Rabin, ancien officier des renseignements militaires. Avec vous, je voudrais que nous essayions de mieux comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain concrètement. D'abord, premièrement, qui frappe sur le terrain à Téhéran? Est-ce que ce sont les avions de chasse israéliens, les avions de chasse américains? Alors, rappelez-vous, durant notre dernière conversation, vous m'aviez demandé si jamais le conflit était imminent. Je vous avais dit que ce n'était pas imminent, mais c'était inéluctable. Oui. Effectivement, voilà, nous sommes arrivés à ce point-là où Israéliens et Américains se sont rendus compte que les Iraniens essayaient de présenter une fourbe de position dans les négociations, et ils savaient qu'ils étaient en train de jouer sur le temps pour essayer de décourager les Américains et les Israéliens aussi. Donc, ce qui s'est passé, selon des informations pertinentes qui étaient arrivées aux services israéliens et américains, il semblait que les Iraniens se préparaient à une attaque préemptive contre des objectifs israéliens et américains dans la région.
Et c'est pour cela qu'Israël et les Américains ont pris le devant le samedi matin, et effectivement, ils ont attaqué en premier lieu les défenses antiaériennes, ensuite les défenses, les sites de missiles balistiques, et naturellement, en premier lieu, la cible était Ali Khamenei avec tout son entourage qui s'était réuni ce matin-là. Donc, surprise totale, lui a été éliminé, et avec lui des dizaines, je dirais, d'officiers supérieurs des gardiens de la révolution, de l'armée iranienne, ce qui a fait une première, je dirais, une ouverture qui a permis à Israël et aux États-Unis de continuer sur leur lancée. Imaginez-vous qu'Israël a lancé la plus grande offensive aérienne jamais enregistrée, plus de 200 avions de chasse employés par Israël et 200 avions de chasse aussi du côté américain. Donc c'est une armada volante incroyable. Donc, et ajouter à cela les missiles Tomahawk qui ont été tirés à partir de destroyers américains, et tout cela a tout simplement mis l'Iran, les Iraniens en état de choc. Et c'est pour cela que pour l'instant, il faudrait continuer sur cette lancée. Comme le dit le Premier ministre, il y a plus d'un millier de cibles à toucher pour essayer de neutraliser, je dirais, la menace iranienne. Et cela, naturellement, il ne faut pas arrêter à mi-chemin, comme semblerait dire le président américain. Il faut s'arrêter après reddition complète des Iraniens. Maintenant, on a dit d'abord que et ce sont des menaces qui sont de plus en plus précises, ce matin, les Iraniens ont confirmé l'élimination d'Ali Khamenei. Est-ce que, d'abord, à votre avis, cela va modifier la donne? Est-ce que les menaces qui avaient été faites, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, depuis l'opération du mois de juin dernier, selon lesquelles les Iraniens préparaient actuellement des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de missiles balistiques pour les tirer en même temps contre des cibles israéliennes et provoquer le maximum de dégâts. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble réaliste aujourd'hui ? Écoutez, on a vécu ce matin déjà, je dirais, une série d'attaques de missiles à partir de l'Iran qui semblait être, je dirais, une surprise du côté israélien, parce qu'on pensait quand même que la première frappe israélo-américaine avait neutralisé une grande partie du système de missiles contre Israël et contre les objectifs américains. Et on a vu un éparpillement des missiles du côté. Une partie s'était dirigée sur les pays du Golfe, une autre partie s'était dirigée sur Israël et sur les autres objectifs américains, et on pensait que finalement c'était ce que les Iraniens pouvaient présenter. Aujourd'hui, bien, il semblerait qu'ils aient encore dans leur panoplie beaucoup plus d'atouts que l'on pensait, et il faut continuer sur cette lancée, parce que si jamais on arrête à mi-chemin, on devrait finalement retourner d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sera toujours dans un perpétuum mobile, on est toujours à retourner aux sources pour attaquer et pour éliminer la menace contre Israël. Alors l'une des menaces également, on en avait parlé la semaine dernière avec vous, c'est le Hezbollah. Est-ce que vous avez le sentiment, et vous connaissez bien le Liban, que le Hezbollah prendrait le risque de lancer des milliers de missiles dont il dispose encore en direction du territoire israélien sur ordre de Téhéran ? Écoutez, s'il faut prendre les déclarations d'Haïm Qassem, le secrétaire général de Hezbollah, à juste titre, eh bien, écoutez, il a dit très clairement que si jamais le guide suprême était attaqué, était éliminé, c'était la ligne rouge qui devait être que le Hezbollah ne pouvait plus accepter. Et donc, il faut se préparer à toute éventualité. Cette éventualité, c'est effectivement les tirs de missiles, une participation active du Hezbollah, une participation active de Hashd-e-Sha'bi en Irak et une participation active aussi des Houthis. Donc, en ce qui concerne le Liban, précisément, Israël avait eu vent, je dirais, des préparations du Hezbollah. Et durant ces 2 derniers mois,
Israël avait intensifié sa campagne contre les objectifs, contre les dépôts d'armes et contre les positions du Hezbollah au Liban, ce qui fait que, je dirais, le danger a été un peu plus minimisé, mais il n'est pas éloigné complètement. Ce qui est certain, ce qui est à mon avis certain, c'est que le fait d'avoir éliminé Khamenei et je dirais toute sa garde personnelle autour de lui va tout simplement lancer, je dirais, le monde chiite dans une grande question d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans un guide suprême? Il faudra naturellement une succession. On sait très bien que les Iraniens, l'État iranien, l'État islamique, c'est comme une hydre. On coupe une tête, il y a une autre qui pousse. Il y a une tentacule par-ci, une tentacule par-là. Rappelez-vous, après Abbas Moussaoui qui avait été éliminé en 92, le secrétaire général de Hezbollah, personne ne pensait que Hassan Nasrallah, qui l'a succédé, allait être aussi, je dirais, difficile et aussi cruel et aussi, je dirais, problématique du côté israélien. Donc, celui qui va succéder, si jamais c'est quelqu'un dans la hiérarchie du clergé chiite en Iran, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un ramollement des positions iraniennes. Bien au contraire, plutôt le contraire. Alors, une dernière question, Jacques. Est-ce que vous pouvez imaginer, en tant qu'ancien officier des renseignements militaires israéliens, qu'il y a actuellement en Iran, on va dire, des agents du Mossad israélien, de la CIA qui préparent, on va dire, un soulèvement populaire des étudiants iraniens ou de ceux qui se sont opposés, qui sont descendus dans la rue en janvier dernier, peut-être même armés, avec la capacité peut-être de prendre les points principaux du pouvoir iranien? Écoutez, selon les informations qui nous parviennent d'Iran, il semblerait d'abord qu'il y ait, je dirais, comme vous savez, l'Iran est un pays de minorités. Donc, il y a plusieurs minorités, les Baloutchis, les Arabes du Kazakhstan et les Kurdes. Et les Kurdes sont les dernières informations à propos des Kurdes sont en train de s'organiser dans leur territoire, un territoire où ils sont dans la majorité de la population, pour essayer de gérer une autonomie au cas où le régime s'écroulerait. Ça, c'est très important de savoir, je dirais, comment dire en hébreu, il y aura un balagan. Ce sera le chaos en Iran et naturellement, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'instabilité. De l'autre côté, ce qui se passe aujourd'hui et surtout les attaques iraniennes contre les pays du Golfe ont créé une situation, je dirais, unique, stratégique du point de vue israélien, une possibilité d'accord de défense. Nous sommes des alliés de fait aujourd'hui, les États du Golfe et Israël. Donc il y a un état, je dirais, possible, stratégique d'un accord sécuritaire avec le Liban, avec la Syrie, avec l'Irak, avec naturellement tous les pays du Golfe. C'est une grande première et un changement fondamental qui pourrait se passer au Moyen-Orient. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous ce matin, en cette matinée, on peut dire presque historique, 24 heures après le début de l'opération Rugissement du Lion, début de cette guerre, second round de cette confrontation entre Israël et le régime iranien, avec le soutien ouvert des Américains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Jacques, à bientôt. Bonne journée et soyez sains et faites attention à vous. Il faut faire attention à nous, bien entendu. Daniel, les deux grands quotidiens israéliens et les sites d'infos consacrent l'intégralité de leur première page à la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Et oui, effectivement, Ilana, et ce matin, les deux manchettes des quotidiens israéliens sont bien évidemment consacrées à l'élimination du guide suprême iranien, Ali Khamenei, éliminé, titre d'un seul mot, le Yediot Aharonot, sur toute la largeur de sa première page, avec une photo de Khamenei et une croix dessus. Le Israël Hayom, lui, nous montre aussi Khamenei et titre, c'est la fin, avec le mot fin, sauf en hébreu, en rouge et en grand. Et le Israël Hayom s'inspire de la fête de Purim en citant en surtitre un extrait de la Megillah, qui d'ailleurs ne correspond pas tout à fait à la situation. Kachaye assez, c'est comme cela que l'on fera. Cela se rapporte dans la Megillah à Mordechai, pas véritablement à Haman, mais enfin c'est pas grave. Le tyran iranien a été éliminé dès les premières frappes, et en sous-titre, le Israël Hayom parle de journée historique. Israël et les États-Unis ensemble pour détruire le régime des ayatollahs. Coordination complète. L'armée de l'air israélienne élimine les têtes du régime et les missiles balistiques iraniens, tandis que l'armée de l'air américaine attaque les bases militaires et les infrastructures en Iran. Trump et Netanyahou appellent le peuple iranien à se soulever, et le chef d'état-major de Tsahal déclare: nous avons devant nous
Une campagne sans précédent, tout cela figure en première page du Israël Hayom. Et puis on s'intéresse aussi à ce qu'on peut lire dans la première page du Yediot Aharonot. Oui, le Yediot Aharonot parle de succès historique avec l'élimination de Khamenei. En sous-titre, le journal rappelle qu'il a été le plus cruel des ennemis d'Israël, qu'il a dirigé pendant 37 ans un des régimes les plus assassins de l'histoire. Mais hier, aux premières minutes de l'opération Rugissement du Lion, sa vie a pris fin sous les bombes israéliennes. La fin d'un dictateur, titre le journal en page intérieure. Et le Yediot Aharonot nous montre également des photos des autres dirigeants éliminés hier, comme le ministre de la Défense, Aziz Nasser Sadeh, le secrétaire du Conseil de défense nationale Ali Shamkhani et le commandant des gardiens de la Révolution Mohamed Pafour. Les sites d'infos publient en page d'ouverture la confirmation iranienne de la mort de Ali Khamenei qui est intervenue donc ce matin. Oui, les sites mentionnent cette confirmation et annoncent qu'un remplaçant aurait été désigné. Il s'agirait en fait d'un triumvirat avec le président iranien Pezeshkian qui gérera la situation durant la guerre aux côtés de 2 juges de la Cour suprême iranienne. Les sites indiquent également que la direction iranienne a proclamé 40 jours de deuil à la mémoire de Ali Khamenei. Trump affirme dans le site N12 « Je sais qui va remplacer Khamenei » sans préciser de qui il s'agit. Mais surtout, les sites d'infos, Daniel, eux, mentionnent en évidence l'impact meurtrier d'hier soir à Tel Aviv. Oui, les journaux papier ont bouclé avant ce tir qui est intervenu donc en fin de soirée. Le Maariv, le Ynet et le site N12 prennent donc le relais et nous montrent des photos de cet impact d'un missile balistique iranien qui a frappé au cœur de Tel Aviv, entraînant la mort d'une femme d'une 50aine d'années, blessant grièvement un autre Israélien. Une vingtaine de personnes ont été blessées plus ou moins grièvement. Il faut souligner que ce tir a provoqué un immense cratère. Il s'agit du premier impact meurtrier de la guerre après une journée qui avait été jusque-là relativement sereine, bien entendu. Et puis sur une double page, Lila Chouval dans le Israël Hayom revient sur les 24 premières heures de la guerre. Oui, et le titre de son article est éloquent. 200 avions de chasse israéliens, 500 cibles en Iran. Elle parle d'une force de frappe sans précédent qui ont donc éliminé hier en quelques minutes des dizaines de responsables civils et militaires du régime iranien. Et elle insiste sur le fait que l'objectif des Américains et des Israéliens est sans équivoque détruire le régime iranien. Lila Chouval revient aussi sur les 24 heures d'alerte quasiment sans discontinuer qu'ont vécu les Israéliens avec toujours une formidable résilience. Et le journal nous montre une photo de fidèles qui ont lu hier durant le Shabbat la paracha de Zachor du souvenir d'Amalek alors que les avions de chasse frappaient justement la réincarnation d'Amalek à notre époque. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes qui commentent ces développements historiques. Oui, commençons par ceux du Israël Hayom. Yoav Limor, l'expert sécuritaire du Israël Hayom, explique que les États-Unis et Israël ont préparé le terrain pour faciliter le soulèvement du peuple iranien contre le régime des Mollahs. Shahar Kleinman indique que l'Iran tente désormais d'impliquer ses voisins arabes dans la confrontation, mais ceux-ci ne tombent pas dans ce piège. Le général Gershon Cohen, lui, parle dans cette confrontation de foi et d'audace de la part d'Israël, plus que de gestion des risques. Quant à Danny Zaken, il rend hommage à Donald Trump qui est pour lui le premier leader occidental à véritablement oser combattre le mal absolu. Amnon Lord salue aussi le président américain pour ne pas être tombé dans le piège des négociations avec les Iraniens. Enfin, pour le professeur Avraham Tzvi, ce qui se passe actuellement est la concrétisation d'un rêve au Moyen-Orient. Dani Sitronovitch considère lui qu'après l'élimination de Khamenei, c'est au tour du peuple iranien d'entrer sur la scène de l'histoire. Et puis d'autres pages intéressantes, celles des éditorialistes du Yediot Aharonot. Oui, effectivement, Nadav Eyal parle d'une opération militaire qui retentit dans le monde entier. Il explique que le régime peut encore tenir en tirant un ou quelques missiles par jour. C'est pourquoi Donald Trump a appelé les Iraniens à se soulever. Et il oublie au passage que Netanyahou a également lancé un tel appel hier soir. Nahum Barnea, fidèle à ses estimations souvent pessimistes ou défaitistes, titre ce matin « Trump veut arrêter ». Et il avance que des Américains auraient proposé au régime iranien de parvenir à un cessez-le-feu dès aujourd'hui. Pour Barnea, l'objectif à atteindre n'est pas obligatoirement la chute du régime, mais la destruction des usines de production de missiles balistiques, ce qui peut paraître surprenant. Toujours dans le même esprit pessimiste, Ronen Bergman écrit « Il est encore loin le jour où quelqu'un pourra qualifier cette opération de réussie ». Et comme ses 2 précédents collègues, eh bien, il félicite les renseignements militaires et l'armée de l'air en prenant soin de ne pas prononcer dans les hommages le nom de Binyamin Netanyahou. Seul ce matin dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini voit la réalité dans
un prisme véritablement historique et il parle de guerre de mitzvah, milchemet mitzvah, une formule de la Torah pour partir en guerre contre les plus grands ennemis d'Israël. C'est vrai, écrit-il, la guerre est une mauvaise chose, mais il y a des circonstances comme celles que nous vivons où ne pas faire la guerre causerait bien plus de dégâts que la guerre elle-même. Et puis enfin, Amit Segal, la superstar de la chaîne 12, nous livre son appréciation de la guerre. Oui, Amit Segal explique que l'opération lancée hier est le summum de la coopération israélo-américaine qui est élevée au rang d'alliance historique. Il n'y a eu que très peu de guerres au cours desquelles on a pu constater une coordination aussi étroite, peut-être, affirme-t-il, l'opération Sinaï en 1956. Et cela se produit alors que l'image internationale d'Israël est au plus bas. Il affirme que cela fait longtemps que les deux armées savent que l'opération allait débuter durant le Shabbat Zachor. Et Segal explique que les deux armées ont dupé l'Iran à l'aide de plusieurs stratagèmes assez impressionnants. Daniel Saada qui est en ligne avec nous. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous, d'avoir réussi à trouver un moment entre deux alertes du côté de Ramat Gan ou du littoral du centre de Tel Aviv pour nous parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors voilà, je vais vous poser la question d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut envisager que ce conflit se propage et devienne une sorte de conflit mondial? Est-ce que l'on peut envisager qu'il y ait d'autres pays qui veulent éviter par exemple la chute du régime iranien? On pense peut-être à la Russie, peut-être à la Chine, qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de Benjamin Netanyahu et de Donald Trump? Je crois que c'est une hypothèse purement virtuelle et théorique. En tout cas, il faut l'espérer. La Russie est bien trop engagée dans son conflit avec l'Ukraine pour s'aventurer aujourd'hui à essayer de s'insérer dans d'autres conflits. On a bien vu qu'elle n'a pas levé le petit doigt pour essayer de sauver ou de réagir à l'arrestation de son allié Maduro au Venezuela. Je crois que la Russie n'est pas vraiment une crainte. En ce qui concerne la Chine, je veux croire, et c'est l'ensemble des observateurs qui le croient avec moi, qu'il y a eu un deal entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, pour nous laisser faire le travail vis-à-vis de l'Iran. Je crois que la Chine a compris que c'était également son intérêt. Donc, l'amplification du conflit au plan mondial, je ne pense pas que c'est une option sérieuse. Alors, par contre, cette coopération entre les États-Unis et Israël, il faut bien l'avouer, elle est assez impressionnante. Comment on construit dans le monde diplomatique une telle coopération? Elle repose d'abord et avant tout, et il faut le reconnaître, sur la relation privilégiée exceptionnelle entre deux hommes, Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Il y a une relation extrêmement profonde. Ce ne sont tous les deux des personnalités différentes, des personnalités difficiles, des personnalités, en tout cas pour le président Trump, pratiquement incontrôlables. Mais il faut reconnaître que notre Premier ministre a établi déjà depuis le précédent mandat du président Trump une relation extrêmement étroite, une relation de confiance et surtout une relation qui permet au Premier ministre Netanyahou de faire entendre nos intérêts, de faire entendre nos convictions et convaincre le président Trump. Et puis, il y a des années et des années de coopération stratégique. Lorsqu'on parle de coopération stratégique, c'est un terme que nous avons l'habitude d'employer dans les chancelleries, mais qui repose sur une véritable réalité. Il y a une communauté d'intérêts entre nous, il y a une communauté d'intérêts extrêmement forte qui s'est établie, développée, approfondie tout au long des décennies de coopération entre les États-Unis et Israël. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à ce résultat. Nous avons une coopération militaire, une coopération stratégique, une coopération dans le domaine des renseignements, une coopération dans le domaine de la recherche militaire extrêmement poussée et qui aujourd'hui est à son apogée. Je crois que c'est pratiquement sans précédent dans l'histoire de l'alliance que nous avons avec ce grand pays depuis de très très longues années. Alors par contre, il y a l'Europe, c'est à contrario de cette coopération. On peut dire que l'Europe est relativement silencieuse et surtout la France, vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris. Comment réagissez-vous aux premières réactions de la part d'Emmanuel Macron qui ont été, on va dire, très tièdes ?
Écoutez, il n'y a plus grand-chose à attendre après les réactions que nous avons eues tout au long des 2 années de guerre avec Gaza. Nous n'avons plus grand-chose à attendre malheureusement de la France et j'ai presque envie de vous dire tant mieux qu'elle soit tiède et qu'elle reste tiède et qu'elle n'aille pas plus loin. Mais tout de même, Daniel, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait sur un point au moins une sorte de communion d'intérêts avec Israël. C'était par exemple la nécessité de lutter contre le développement de la production des missiles balistiques. Il était très opposé à ce sujet-là. Pourquoi finalement là, on le voit réagir avec tellement de critiques? Je crois qu'il y a véritablement dans le vieux monde, en Europe, en France, une incapacité à affronter les situations d'urgence. Nous l'avons vu pendant le corona, pendant la crise du Covid, nous avons vu les désastres qui ont été provoqués parce qu'ils n'avaient pas la capacité à affronter des situations d'urgence. Lorsque j'étais ambassadeur à Paris au moment de la crise du Covid et qu'on prenait Israël en tant que modèle, je leur expliquais tout simplement nous n'avons rien de plus ou rien de moins, mais nous avons tout simplement l'habitude des situations d'urgence et cette crise sanitaire n'en était qu'une et sans doute beaucoup plus timorée que celle que nous avions vécue dans le passé. Et voilà, c'est le problème. La violence, la guerre est absolument innommable aujourd'hui sur le continent européen. C'est la 4e, peut-être même la 5e génération depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a vécu dans l'opulence, qui a vécu dans une situation extrêmement dans la sérénité, dans une situation extrêmement paisible. Et il y a une difficulté à affronter l'idée même de devoir prendre les armes et se battre pour ses valeurs et pour ses intérêts. Donc je crois qu'il y a quelque chose de profondément ancré dans la tradition européenne aujourd'hui qui s'oppose systématiquement. Et on l'a vu malheureusement également à la veille de la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé l'esprit munichois qui consiste à essayer à tout prix de trouver une solution diplomatique là où il n'y a pas de possibilité de trouver des solutions diplomatiques. Vous savez, j'ai été plus de 30 ans diplomate. Je crois que le dossier iranien a occupé au moins 20 ans de ma carrière des dernières années. Et on voit bien que malgré tout l'effort, et la France a participé à l'effort diplomatique, il faut le reconnaître. La France a souvent été, même surtout à l'époque de l'administration Obama, la France a été beaucoup plus proche de nos positions que les États-Unis d'Amérique dans les négociations avec l'Iran. Mais malheureusement, il faut reconnaître aujourd'hui qu'après tant d'années, après ces dizaines d'années de négociations, on ne pourra pas résoudre, on ne peut pas résoudre le problème iranien. Que ce soit le volet balistique, que ce soit le volet nucléaire, que ce soit le volet du soutien au terrorisme, que ce soit le volet de la déstabilisation régionale, et que ce soit le volet qui s'est encore plus ouvert dans ces dernières semaines, celui de la répression brutale de son propre peuple. Aucun de ces volets ne peut être résolu par la négociation. Nous devons passer par cette épreuve de force. Nous y sommes, nous allons la remporter et nous allons permettre un nouveau Moyen-Orient, un nouveau monde beaucoup plus clair, beaucoup plus paisible. Alors justement, je voudrais rebondir sur cette dernière phrase et ça sera ma dernière question. Vous pouvez nous dessiner un peu à quoi ressemblera le Proche et Moyen-Orient d'après la guerre ? Je peux vous dessiner ce que nous aurions pu éviter si cela avait été fait depuis de longues années. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu les massacres du 7 octobre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Liban déchiré comme il est depuis plus de 30 ans avec la présence de cette milice iranienne au Liban, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la guerre au Yémen, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tous ces horribles attentats et atrocités commises à travers le monde par les services iraniens. Donc oui, je peux envisager, je peux vous dire que incontestablement le terrorisme international, le fondamentalisme islamique va prendre un coup mortel après la disparition du régime des Mollahs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en ce qui concerne le Proche et Moyen-Orient, eh bien, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Nous voyons aujourd'hui cette alliance
objective entre la plupart des pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite et Israël aujourd'hui, qui sont confrontés exactement à la même menace. Nous recevons exactement les mêmes missiles, les mêmes drones. Nous savons le danger qu'il y a à laisser l'Iran doté de cette capacité balistique. Ils l'ont compris, ils le partagent avec nous, ils sont dans l'épreuve, ils partagent l'épreuve avec nous. Et demain, à la fin de cette épreuve, eh bien, ils se lèveront pour envisager un nouvel avenir de coopération, d'élargir les accords d'Abraham, d'élargir ce nouveau Moyen-Orient que nous avons bâti il y a 20 ans au moment des accords d'Oslo. Nous pensions que par la négociation et par un esprit d'une dynamique de réconciliation, nous allions réussir à bâtir un nouveau Moyen-Orient. Malheureusement, l'Iran et ses sbires et ses proxys et tous les autres ennemis de la paix l'ont empêché. Bien aujourd'hui, nous le bâtissons par la force et nous avons, je crois, réussi un grand pas dans cette direction. Merci beaucoup Daniel Saada d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer les derniers développements, on va dire sur le plan diplomatique, nous avoir donné donc cet espoir d'un nouveau Moyen-Orient donc après l'ère des tyrans iraniens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée et Chag Sameach, effectivement on peut se le souhaiter, et une journée sereine dans la mesure du possible, bien entendu. Nous sommes en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé une nuit relativement sereine. Je n'en suis pas certain, mais je voudrais savoir quels sont vos sentiments, vous, en tant qu'officier supérieur de l'armée israélienne, qui connaissait sur le bout des doigts le dossier iranien. Ce qui est en train de se passer, c'est véritablement historique, même sur le plan de la coopération entre les Américains et les Israéliens. Je crois que nous sommes en face d'un événement miraculeux, envie de miracle, vraiment. Clair et simple, on a rêvé de ce jour où le monde s'engage, surtout les Américains, mais il y a d'autres alliés, que le monde s'engage à éliminer une fois pour toutes cette drame terroriste des ayatollahs. Et comme je dis à mes soldats hier, le monde d'aujourd'hui est complètement différent de celui d'hier, d'avant-hier. Et on va vers une autre période, une autre ère dans le monde. Pour moi, si vous voulez, Daniel, le fake diplomatie est fini. Ça a commencé par Maduro. Ça continue avec l'Iran en bien plus d'ampleur. Et je crois que le monde est au point de changer complètement son attitude et son approche. Alors, dans ce changement sur le plan sécuritaire, militaire, quel impact la chute du régime iranien, si elle se produit effectivement comme tout le monde l'espère, pourra avoir sur ce que l'on a appelé les proxys, le Hezbollah au nord, le Hamas au sud? Quel est l'impact direct sur le plan sécuritaire? Il suffit de se rappeler que cette dernière année, l'Iran a provisionné le Hezbollah en $1 milliard de plus, et des experts et des tas d'infrastructures qu'Israël est en train de lutter contre ça chaque jour. Et bon, je rappelle à nos audiences, ça fait 45 ans que les ayatollahs financent le terreur dans le monde entier. C'est pas que contre Israël, c'est de partout. En Extrême-Orient, en Afrique, en Europe, de partout. Alors, mais concrètement, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'Israël comme la puissance dominante et est-ce qu'il va y avoir une redistribution, on va dire, sur le plan sécuritaire des rapports de force? Parce que, par exemple, on a vu, même cette dernière année, l'Arabie Saoudite qui semblait se rapprocher de l'Iran. Est-ce que tout cela va être modifié? Est-ce que l'on peut s'attendre à des alliances, pas seulement les accords d'Abraham, mais des alliances, on va dire, même sécuritaires entre Israël qui s'impose comme la puissance régionale et d'autres pays du Golfe? Écoutez, Israël présente des résultats au plan sécuritaire et capacité extraordinaires, du jamais vu. Vraiment du jamais vu.
j'ai rigolé hier avec un ami dans l'industrie sécuritaire que le lendemain de cette guerre, on va gagner une cagnotte de 100 à 150 milliards de dollars uniquement par les systèmes de protection aérienne anti-missiles. Je crois qu'on présente quelque chose que le monde est choqué par cette capacité. Et oui, qu'Israël est la puissance dans la région, c'est clair. On fait partie de 10 premières nations dans le monde dans notre capacité technologique et sécuritaire. On l'a prouvé plusieurs fois, et cette fois-ci 1000 fois plus, d'avoir le courage de s'attaquer à l'Iran de cette façon, et c'est pas là pour la première fois. Je crois qu'on présente un niveau d'intelligence et de savoir-faire du jamais vu, extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'il faut insister sur les services de renseignement militaires. Le Mossad israélien, ce sont des résultats tout à fait exceptionnels, puisque en juin dernier, déjà, on avait été stupéfait des prestations du Mossad et des services de renseignement. Et là, on a l'impression qu'ils sont capables de surpasser eux-mêmes. Et on n'a rien entendu encore. Attendez quelques jours que les faits vont sortir un peu. Vous allez voir des choses encore plus étonnantes, encore plus choquantes. Mais bon, le tout, Daniel, et ça je le précise une fois de plus, comme âme qu'est la vie, je répète maintenant, le seul moyen de faire le changement en Iran, le régime iranien, des ayatollahs, c'est boots on the ground. Il faut une force locale qui se réveille, armée, et qui sort dans la rue. Autrement, rien ne changera. Les armées de l'air est-ce qu'on ne peut pas les aider ? Et est-ce qu'on ne peut pas les aider à sortir cette force ? Est-ce que, par exemple, parce qu'en juin dernier, on a su que le Mossad israélien avait déployé des batteries de drones qui avaient neutralisé les systèmes de défense iraniens. Est-ce que vous pensez qu'il y a des armes qui ont été acheminées à l'intérieur du territoire iranien ces derniers mois permettre ? On peut imaginer que oui. Comme vous savez, ça a été dit par le Premier ministre israélien et par Trump. Ce plan qui se passe hier et aujourd'hui, c'est un plan de plusieurs mois. Je crois que ce que je viens de dire maintenant, les grosses têtes le savent et ils ont pris toutes les précautions par rapport à ça. Je vous rappelle qu'en Iran, il y a une communauté de 8 millions de Kurdes, et il y a 12 millions d'Azaris. Donc c'est 20 millions de gens qui ne supportent pas les ayatollahs. Il suffit qu'ils se réveillent et qu'à mon avis, ils sont déjà armés et ils l'ont prouvé. Et bon, on verra le jour qui vient comment ça va. On verra. Effectivement, on verra. On aura probablement l'occasion de se reparler pour essayer de faire le point sur les développements sécuritaires. En tout cas, merci beaucoup, Meir, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Daniel, je veux rien que rajouter. Un petit mot, oui. Limite tout à l'heure. Oui. Pour ce qui se passe à Dubaï et à Bahreïn, à l'Arabie Saoudite, comme d'habitude, l'endroit le plus sécuritaire pour les Juifs en Israël. C'est clair et net. Et j'appelle tout le monde de revenir à la maison. Revenir à la maison aujourd'hui plus que jamais. Merci beaucoup, Meir Dahan, d'avoir été avec nous. Journée sereine, on vous le souhaite là où vous habitez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci, bye bye. Alors tout à fait, Daniel, on s'apprête effectivement à vivre un Pourim historique. Vous l'avez dit, Khamenei est mort. Le courage des Iraniens est en train d'être récompensé. Les années de terreur arrivent à bout de souffle. Quelle joie, mais surtout quel soulagement. Soulagement pour les Iraniens, évidemment, après tant d'années de misère. Soulagement pour nous aussi, qui subissons les proxys terroristes du régime. Soulagement, enfin, pour le monde entier. Parce qu'entre la révolte de janvier et les frappes actuelles, il y a eu quelques semaines glaciales. Des semaines qui auraient dû soulever une vague d'indignation dans le monde. Après avoir fait preuve d'un courage inflexible, les Iraniens étaient réprimés dans le sang et personne, semblait-il, n'allait leur venir en aide. Tant pis pour les Iraniens dans les rues, tant pis pour leur bravoure, tant pis, c'était comme ça et puis c'est tout. Et ça heurte tout ce en quoi on est censé aspirer, tout ce qu'on a toujours appris sur la loyauté, l'honneur, la parole donnée.
Quid des récits héroïques qui ont bercé notre enfance, des grandes destinées, des personnages vaillants et pleins de ressources. Alors quoi ? Le bien qui s'oppose au mal, c'est un truc de roman, c'est juste de la fiction. Quand des épreuves se présentent, c'est chacun chez soi et Dieu pour tous. Ces derniers temps, il y avait de quoi le penser. Alors, je ne vous dirai pas que ceux qui reversent de la dignité dans le monde sont ceux qui bombardent les mollahs depuis hier, je le pense fort, mais je ne le dirai pas. En revanche, je vous dirai ceci. Ce qu'on retrouve depuis hier, c'est la certitude essentielle, fondamentale, que le bien finit par triompher du mal. Sans cette certitude, il y a de quoi céder au désespoir. C'est d'ailleurs, chers auditeurs, pour cela qu'on mange des oreilles d'Aman à Pourim, ces fameuses petites pâtisseries qui n'ont d'oreilles que le nom. Manger les oreilles d'Aman, c'est refuser que le mal est le dernier mot, c'est le symbole de la destruction totale du mal. Parce que oui, en effet, les films, les romans, la Megillah, les grands récits en raison, on finit toujours par en venir à bout. Je vous souhaite une belle et paisible fête de Pourim à tous et je vous mettrai en commentaire une inratable et merveilleuse recette des oreilles d'Aman. Et Caroline Lindan, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, on vous voit même. Merci Caroline d'être avec nous. Alors, première question, c'est une question qui s'adresse à vous en tant que député des Français de l'étranger de la 8e circonscription. Que fait-on lorsque l'on est français touriste de passage en Israël, qui avait prévu par exemple de rentrer en France aujourd'hui? Quels sont les dispositifs que l'ambassade, le consulat prennent pour essayer de rapatrier des Français qui sont actuellement en Israël? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place très très rapidement. Juste pour information, je suis moi-même en Israël, voilà, depuis quelques jours. Donc, je suis sur place. Plusieurs choses. Donc, en ce qui me concerne, j'ai mis en place immédiatement dès samedi matin une boucle WhatsApp que plus de 1000 personnes ont rejoint actuellement. Et donc, je vais ouvrir dans la matinée une nouvelle boucle WhatsApp où je fais passer toutes les informations qui sont à ma disposition. Le numéro pour se connecter? Alors, vous l'avez ? En fait, mon numéro, c'est le 0, alors, pour la France, donc plus 33, 6 60 11 82 07, 6 60 11 82 07, mais ça va très très vite en fait, dans les réseaux font passer le lien, et je pense que ce sera plus simple plutôt que de m'envoyer un message personnel, le lien vers cette boucle WhatsApp dans laquelle je fais passer toutes les informations qui sont mises à ma disposition. Par ailleurs, je conseille à tous les ressortissants français d'aller sur le site diplomatie.fr du ministère des Affaires étrangères. Il y a un certain nombre d'explications en cas d'urgence et en l'occurrence concernant Israël, parce qu'il y a d'autres pays en fait qui sont aussi concernés. Je reçois par exemple beaucoup d'appels de Dubaï, de personnes qui sont à Abu Dhabi. Voilà, moi je ne suis pas la députée, mais il y a d'autres pays qui sont concernés par les frappes. Donc, pour ce qui concerne Israël, d'ores et déjà, une cellule de réponse téléphonique pour les situations d'urgence a été mise en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont je vais vous donner le numéro. Donc, j'attends juste quelques secondes pour que vos auditeurs aient le temps de prendre un stylo. Donc, ce numéro de cette cellule téléphonique pour les situations d'urgence qui a été mise en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on peut la joindre d'Israël en composant donc le plus 972 03 766 17 17. Je répète, plus 972 03 766 17 17. Et de France, si on veut appeler ce numéro de France, plus 33 01 43 17 51 00. Donc ce sont des numéros d'urgence. Je répète, plus 33 01 43 17 51 00. Vous pouvez également envoyer un mail à sécurité sans accent, donc SECURITE 2, le chiffre 2, point tel-aviv Jaffa,
diplomatie.gouv.fr. C'est donc un contact courriel que vous pouvez envoyer, par exemple, en cas d'urgence. Vous avez aujourd'hui des voies de sortie terrestres d'Israël qui fonctionnent jusqu'à présent normalement. Attention, elles ne sont pas ouvertes le soir à partir de 20h, elles ferment à 20h. Les frontières avec la Jordanie et l'Égypte qui fonctionnent normalement. Le consulat général de Tel Aviv met quotidiennement à jour les horaires des postes frontières sur le site de diplomatie.fr dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les autorités israéliennes recommandent d'éviter les convois et de privilégier les départs individuels vers le poste frontière. Donc, personnellement, je ne recommanderais pas de prendre la route par les temps qui courent. Si on est à l'abri chez soi, je pense que c'est quand même plus prudent de se rendre dans son mamad. Maintenant, si vraiment en cas d'urgence, on n'a pas le choix, il faudrait privilégier les départs individuels vers les frontières. Donc, en véhicule privé ou en taxi, et de privilégier évidemment les trajets de jour. Les ressortissants français, pour l'instant, doivent payer des frais de sortie en ligne avant l'arrivée au poste frontière parce que ce soit via la Jordanie ou que ce soit via l'Égypte, c'est payant. Et donc, via la Jordanie, il y a donc le poste via Eilat Aqaba d'Yitzhak Rabin qui est ouvert de 8h à 20h, qui est ouvert aux touristes, aux citoyens israéliens. Et il y a l'autre côté de la frontière, Jordan River, de 8h30 à 17h. Voilà. Et pour entrer en Jordanie, les ressortissants français doivent disposer d'un visa qu'on peut demander en ligne ou qu'on peut, sauf erreur ou omission, avoir sur place. Je suis en contact personnellement avec le consulat et avec l'ambassade parce que j'espère que des mesures vont être prises plus précisément pour les ressortissants français à la frontière, comme ça avait été le cas au mois de juin dernier. Et ces informations, je pense que je les aurai courant matinée ou journée et je pourrai vous en dire plus. Merci beaucoup, Caroline. Je voudrais quand même tout de même avoir votre sentiment parce que vous nous l'avez dit, vous êtes en Israël après avoir détaillé en fait toutes les dispositions qui sont prises par la République, l'ambassade et le consulat pour exfiltrer, on va dire, sortir des frontières d'Israël les ressortissants français qui le voudraient. Je voudrais avoir votre sentiment personnel. Vous vivez ces 24 dernières heures ici en Israël. Qu'est-ce que vous ressentez ? Écoutez, je ressens une grande solidarité, évidemment beaucoup de soutien. Je vis en direct les alertes. On a eu 3 alertes cette nuit. On était encore dans le mamad il y a quelques minutes. Je pense que le peuple israélien est fort, il est plein de résilience et nous savons que cette attaque est une attaque pour le bien, une attaque parce que le régime iranien est cette pieuvre absolument terrible à la fois qui finance le terrorisme international et qui n'a qu'un objectif, c'est de détruire Israël. Donc si au final, ce régime des mollahs, cette république islamique tombe, ce sera évidemment pour le mieux du peuple iranien qui n'attend que cela. On a entendu les cris de liesse dans la rue lorsqu'on a appris la mort de Khamenei, mais ce sera aussi, ça contribuera aussi, j'en suis absolument persuadée. Il y a une alerte actuellement. Voilà. J'en suis absolument persuadée. Ça contribuera à la paix dans le monde. Eh bien voilà, il y a une alerte un peu partout chez vous et chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. C'est pas une alerte, il faut le préciser, effectivement. Oui. C'est le premier indice. Voilà, la préalerte. La préalerte, voilà. Merci encore, absolument. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Merci. Bonne continuation de journée sereine. Merci à vous. Voilà. Et je fais passer toutes les informations également sur mes réseaux sociaux.
Oui, bonjour. Alors, oui, bonjour. Voilà, on est avec vous, on vous retrouve. On s'est parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Vous êtes professeur en sociologie et vous êtes opposant iranien. Vous êtes francophone et on voudrait avoir vos sentiments ce matin après l'annonce de la mort de Khamenei. Comment vous pouvez nous décrire les heures que vous êtes en train de vivre, vous et l'ensemble des opposants iraniens qui sont en exil aujourd'hui? Un grand soulagement, une grande joie, car effectivement, enfin, ce dictateur totalitaire vient de tomber. Eh bien, tant mieux pour nous les Iraniens, mais également pour l'humanité entière également là. Et donc, comme vous l'avez évoqué également dans vos propos, eh bien, depuis hier soir, après l'annonce de sa disparition, de sa mort, dans beaucoup de villes en Iran, mais également à l'étranger, dans les différentes, villes, dans les différents pays, il y a une grande joie. Et c'est parce qu'en fait, à un moment donné, si vous voulez, les Iraniens, ils sont en train de sentir que là, véritablement, c'est la fin de ce régime barbare. Parce que, effectivement, ce modèle politique, c'est un modèle totalitaire et très, très personnel. La dictature, c'est une dictature d'un seul individu au nom de Velayat Fari ou Valier Fari, et que par conséquent, sa disparition, effectivement, ça va provoquer une grande crise interne par rapport au régime lui-même, car effectivement, avec les bombardements, non seulement lui, mais également un certain nombre de responsables politiques et militaires ont été liquidés, ont été tués. Eh bien, pour le peuple iranien, c'est un grand soulagement. Et là, ils le considèrent comme un grand moment dans leur processus de la révolution contre la République islamique. Là. Alors Didier, effectivement, c'est un grand moment, mais comment faut-il faire pour transformer ce moment en une véritable libération du peuple iranien? Comment faut-il faire? Parce que les Israéliens, les Américains bombardent, mais ils ne seront pas sur place de manière terrestre pour on va dire destituer le régime des mollahs. Est-ce que le peuple iranien est prêt à descendre dans la rue? Est-ce qu'il va descendre dans la rue? Oui, absolument, vous avez raison. C'est parce que effectivement, il y a des bombardements qui sont effectués là. Il s'agit des bombardements contre les objectifs militaires, mais également d'espionnage, et puis donc par rapport aux responsables politiques militaires du régime. Mais néanmoins, le bombardement n'est pas suffisant pour que le régime soit véritablement complètement liquidé. Et cela nécessite également une grande mobilisation donc des Iraniens, la descente également des Iraniens dans les rues. Et il faut qu'il y ait des manifestations et les grèves, et ainsi que la présence véritablement des citoyens iraniens dans sur la scène politique en Iran, si vous voulez. Car, comme vous l'avez évoqué, eh bien, la victoire sera gagnée grâce à ce qui va se passer au sol. Bien évidemment, les bombardements, ça aide complètement le mouvement populaire en Iran, mais cela nécessite effectivement une grosse volonté. Et à ce niveau-là, comme vous l'avez constaté effectivement, après les grands massacres, effectués par le régime islamiste contre les Iraniens, plus de 40 000 personnes qui ont été liquidées, qui ont été tuées par ce régime barbare, mais ensuite, tout de suite après, non seulement des cérémonies de deuil qui étaient transformées en séquences à la fois de joie, mais également séquences politiques contre le régime. Mais ensuite, nous avons eu également des élèves dans les écoles, mais aussi des étudiants qui ont continué effectivement leur mouvement dans à peu près une quinzaine d'universités en Iran. Et bien aujourd'hui, là, après l'annonce de la mort, ce que vous voyez dans les rues des villes iraniennes, c'est la continuité. Même s'il y a effectivement l'aspect joie qui domine, c'est normal. C'est parce que la joie n'est pas en contradiction avec un sentiment
de liberté, si vous voulez. Mais effectivement, je pense que désormais, les Iraniens sont prêts également à descendre petit à petit dans les rues pour pouvoir compléter et achever enfin cette tâche-là. C'est complètement possible. Alors, quels sont les sentiments que vous avez aujourd'hui envers l'État d'Israël, envers le peuple israélien ? Un sentiment très agréable et je remercie infiniment à la fois le peuple d'Israël qui a été toujours notre ami, l'ami historique par rapport au peuple iranien depuis Cyrus le Grand et jusqu'à maintenant. Eh bien nous on a resté solidaires. N'oublions pas que c'est l'islamisme mais également un certain gauchisme qui ont provoqué toujours de l'antisémitisme dans la société, mais néanmoins, la société iranienne est très, très solidaire, mais également ce qui est effectué par le gouvernement, israélien, et qui est effectivement la participation à ces bombardements, eh bien, pour une grande partie de la population iranienne, c'est un acte très, très positif. Ça aide le peuple iranien pour aller vers sa libération totale. Eh bien, merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous ce matin. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler au cours des prochains jours lorsque, on va dire, les choses vont se décanter et on verra effectivement le peuple iranien descendre dans les rues pour retrouver sa liberté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette journée, on peut dire, historique. Bonne continuation et à bientôt. Merci, bon courage. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Ariel Kandel. Ariel, bonjour. Shalom Daniel, Cathy, Olivier. Merci. Shavua Tov. Voilà, Shavua Tov, on a le sentiment que Shabbat c'était déjà il y a longtemps, mais en tout cas, effectivement, on est très heureux de vous accueillir ce matin. C'était indispensable pour clore cette édition spéciale sur Radio Kalita, parce qu'on l'a dit pendant ces 2 heures, ces événements historiques, eh bien, ils coïncident aussi avec la vie de Kalita, de Radio Kalita et de l'ensemble de Kalita, et cette collecte la collecte de Israël Tzedaka by Kalita qui a lancé sa campagne au cours des derniers jours. Alors on voudrait avec vous clore et avoir le message que vous vouliez faire passer ce matin, 24 heures après le début de cette offensive. D'abord, faut dire que j'ai dit Shavua Tov parce que c'est un moment pas facile à vivre en Israël, mais c'est aussi des bonnes nouvelles pour le peuple juif. Il faut bien comprendre que ce qui se passe, on vit des moments historiques, tout le monde le dit, mais c'est quand même incroyable de voir. Il y a ici des gens qui ont fait le choix, même dans ce studio, de faire l'Aliyah il y a 40, 50 ans et peut-être parfois un peu moins. Mais c'est des moments historiques que vit le peuple juif et je pense qu'une nouvelle fois, le peuple juif est la lumière des nations. Et on fait le travail, certes, avec les Américains, qui sert au monde entier. C'est quelque chose qui est incroyable à vivre pour les gens qui ont décidé de faire l'Aliyah et pour les gens qui vont décider de rejoindre Israël dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et comme vous le dites, en parallèle de ça, tout le monde parle de cette coïncidence, enfin, c'est pas une coïncidence, de cette juxtaposition entre justement la fête de Pourim et ce qui se passe en ce moment. Donc c'est quelque part la libération du monde, la libération du peuple juif. Et il ne faut pas oublier que dans la Megillah même, lorsqu'on parle de ça, c'est accompagné, cette joie-là est aussi accompagnée du fait qu'on doit accompagner ceux qui sont le plus démunis. Et on le sait depuis le 7 octobre 2023, une situation très difficile, mais également pour les Olim, pour certains Olim nécessiteux. Et c'est dans ce cadre-là que nous relançons encore une fois la campagne de la Tzedaka pour l'Olim nécessiteux. On parle de presque 2500 familles, de presque 7000 personnes à l'année qui sont suivies par cette campagne grâce à des associations, grâce à des bénévoles, grâce à des gens extraordinaires qui nous aident, que ce soit en Israël ou même en France, des groupes de jeunes, des écoles juives en France, tout le monde est mobilisé. Et en fait, on va dire, entre guillemets, les planètes s'alignent avant cette fête de Pourim, au niveau général du peuple juif et au niveau également particulier des Olim de France et des Olim nécessiteux. Et on appelle tout le monde, encore une fois, à soutenir cette campagne. Alors c'est facile, vous rentrez sur Google, vous tapez Israël Tzedaka by Kalita et vous arriverez sur tous les moyens de paiement, que ce soit Allodon, la carte bleue, le bit en Israël, enfin toutes sortes de choses, les virements en France, tout est facile. Israël Tzedaka by Kalita sur Google et ça nous permettra d'aider des milliers de gens en Israël, ces milliers de Olim qui ont besoin de nous encore plus
en cette période de guerre et encore plus depuis hier matin. Un dernier mot, Ariel, un message peut-être à ceux qui suivent ces événements de l'étranger, de la France en particulier, et qui se disent peut-être que j'aurais dû être ici. Vous savez, lorsqu'on parle de la France, vous avez dit un mot sur Macron et sur ce qui se passe aujourd'hui en termes de politique française. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, il n'y a pas un jour où on m'appelle pas de France, et particulièrement depuis que Macron a fait ses déclarations concernant la reconnaissance d'un pseudo-État palestinien. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une famille en France qui ne pense pas à l'Aliyah. Et encore plus aujourd'hui, l'histoire est en marche, et l'histoire, on doit la vivre en tant qu'acteur et pas en tant que spectateur. Donc toute personne qui est en tête de faire l'Aliyah, je pense que c'est le moment dès cet été, voire même avant, et nous serons très heureux, en coopération forcément avec l'État d'Israël et les grandes institutions, d'accueillir ces gens, de les accueillir en Israël et de faire au mieux pour leur intégration ici. Bien, merci beaucoup Ariel Kandel, directeur général de Qualita, d'avoir été avec nous.